Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien pour vous. Je voulais juste envoyer ce petit message de cœur à l'endroit de tous les anciens de la République. Oui. Vous savez, pour la nouvelle génération, aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de les rappeler la marche de la République. Ce pays est passé à côté de plusieurs opportunités de redéfinir le vivre ensemble, de redéfinir le fonctionnement normal des institutions, de redéfinir la logique du traitement et du fonctionnement des uns et des autres. On est passé à côté de plusieurs possibilités et surtout de plusieurs opportunités. Alors nous allons citer quelques exemples. La premier exemple, la plus triste, c'est celle des accords de Paris de 1994. Vous savez tous, pour ceux qui viennent de naître, bien sûr. Alors, les accords de Paris arrivent au moment où tous les pays africains souhaitent accéder à cette fameuse démocratie vendue par l'Occident pendant longtemps. Et là, il y a un conflit intergénérationnel. Il y a la génération de ceux qui étaient là par les colons, que l'on a qualifié des gens sans diplôme, donc sans vision. C'est ce que la nouvelle génération pensait. Or, lors de la conférence nationale des accords de Paris de 1994, il y avait des figures emblématiques, il y avait des personnalités. Tous les grands noms que vous voyez aujourd'hui en politique, ils étaient là. Ils faisaient partie de ceux qui ont conçu. Si vous avez besoin des éléments complémentaires, je peux vous donner les noms de certains auprès de qui vous pouvez avoir de renseignements pour les générations actuelles. Vous pouvez aller consulter Madame Paulette Missambou, par exemple. Vous pouvez aller consulter Madame Albertine Maganga Moussavou. Vous pouvez consulter Monsieur Maganga Moussavou. Vous pouvez consulter Madame Marie-Marie Mborancho. Vous pouvez consulter... bon, bref, il y a quelques noms, ils sont pleins comme ça. Et je vous rappelle que Madame Marie Madère est docteur en droit. Récemment, j'étais à la sortie de la première promotion des docteurs de son école. Et elle était là à conférence de 1994. Et donc, c'était l'opportunité par excellence où les grandes familles qui ont géré avant pouvaient se retrouver pour dire ce qu'on a vu là, ce n'était pas une bonne direction avec Omar Bongo. Maintenant, il faut qu'on essaie de voir comment redéfinir le vivre ensemble, comment redéfinir la gestion du pays dans l'investissement, dans le recrutement, dans la répartition intégrale des richesses nationales et dans le développement intégral de l'ensemble des régions du pays. On aurait dû définir à cette période-là. Et non, on est sorti de là avec la mise en place des institutions. Et parmi ces institutions, il y avait des institutions qui n'étaient pas forcément nécessaires aujourd'hui. Avec le temps, on se rend compte que ce ne sont pas des institutions qui étaient à l'époque nécessaires. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on a fragilisé ces institutions. Parce qu'on a retiré toute la substance à ces institutions. C'est pour cette raison qu'elles ne sont plus utiles aujourd'hui, ces institutions. Mais le pays a besoin d'une vision, d'aller de l'avant. Et à la mort d'Omar Bongo Ondimba en 2009, on pensait que l'élite du pays, désormais au maire des docteurs et des savants, pouvait s'asseoir et réexaminer la situation après les 42 ans de gestion d'Omar Bongo Ondimba afin de voir clair sur ce qu'il fallait faire. Si c'est le fils qui succédait à son père, il fallait l'accompagner. Pas seulement pour l'amener à la bonne direction, il fallait l'accompagner pour redéfinir le vivre ensemble. Pour dire à ce dernier que le pays n'a connu que le succès de 10 à 7% de la population. Le reste
ils passent les moments difficiles. Donc il faut examiner la situation pour corriger cette injustice. C'est ce qu'il fallait faire en 2009. On a dépassé. Je vous rappelle que depuis 1994 jusqu'en 2009, nous avons une série d'intellectuels au pouvoir. Entre guillemets, des diplômés au pouvoir. Il y avait des docteurs, il y avait tout le monde. Chacun venait pour se positionner, afin de positionner sa famille. Juste après, c'est comme ça. Et là, récemment, nous avons le coup de la libération. Ça, c'est pour essayer de passer les autres étapes. Le coup de la libération, 2023. On aurait dû, moi je pensais que la sagesse allait habiter certaines familles qui ont bénéficié de ce pays depuis les fondations. Allaient quand même se retrouver et se dire, on a fait notre temps. Maintenant, il faut penser à la République, il faut penser au pays, il faut penser à l'image du pays, il faut penser à la réputation du pays. Il faut éviter la honte, comme le dit notre hymne national, il faut éviter à ce pays la honte. Il ne faut pas que ce pays soit critiqué par les Guinéens, par les Camerounais, par les autres, parce que c'est un pays riche qui est sous-développé. Il faut qu'on ait honte, il faut qu'on travaille pour notre pays, comme un père peut travailler pour sa famille. Ce n'est pas ce qui a été fait. On a pourtant examiné la situation. On allait aux assises d'Angonje. Les intellectuels, les penseurs se sont réunis. Ils n'ont pas redéfini comment il fallait recruter dans la fonction publique pour éviter les écarts qu'il y a entre les ethnies et entre les régions. Ils ne sont pas allés à Angonje pour redéfinir c'est quoi les critères d'un juge et à quel est le niveau d'indépendance qu'il faut accorder aux juges pour qu'ils ne soient plus corruptibles. Ils ne sont pas allés à Angonje pour redéfinir quelles sont les innovations en matière de l'éducation et des formations professionnelles pour permettre à ce qu'on forme les hommes de qualité pour aller de l'avant. Ils ne sont pas allés redéfinir la moralité, l'éthique. Si on te nomme, est-ce que tu as le droit de voler? Si on te nomme, est-ce que tu as le droit d'abuser de ton pouvoir pour faire du mal à l'autre? Si on te nomme, etc., etc. Ils ne sont pas allés faire ça. Ils sont allés s'asseoir chacun avec son calendrier pour redéfinir quelle est la position qu'il va occuper et quel est le carnaval là où il faut positionner ses neveux, ses nièces et puis ses compagnons. Résultat, 60 à 70 ans après les indépendances, nous sommes encore en train de nous poser la question si on peut évoluer et si telle chose est faisable. Mais messieurs et dames, c'est faisable. C'est juste qu'on oublie une chose, c'est-à-dire qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que lorsqu'une dent est touchée, c'est toute la bouche qui sent. Ça veut dire que si on trouve un Gabonais et qu'on humilie un Gabonais et qu'on critique un Gabonais parce qu'on estime que désormais les gens pensent que les Gabonais ils sont bêtes, que les Gabonais ils sont pas reçus. Quand on dit ça d'un Gabonais, croyez-moi, c'est la République à qui on adresse ce qualificatif. Ça n'a rien à voir avec un Gabonais, c'est un problème de nation. Parce que tous les autres pays qui se sont développés, il y a eu de la révolution. Singapour, les autres. On ne vend pas la robe. Comment on peut travailler pour notre pays comme si on travaillait pour le pays d'autrui, comme si on était là juste de passage. Vous dites que les étrangers viennent voler chez nous. Vous dites que les étrangers sont le problème. Et pourtant, quand on met le Gabonais à la place de ces étrangers, il faut même pire que les étrangers qu'on a amenés. Et il y a un slogan qui dit même que c'est même mieux que ça soit un Gabonais qui vole. Comment vous pouvez imaginer un tel pays où les gens ont un tel raisonnement? On veut aller de l'avant, mais on vous dit qu'on ne peut pas aller de l'avant. Il faut qu'on tourne la même place. Ça veut dire que quelqu'un qui a une voiture de fonction, immatriculation, plaque bleue, eh bien lui, il transporte les choses pour son chantier. Il prend les enfants pour aller déposer à l'école, comme si c'était sa propre voiture. Tu dors dans une maison, tu ne payes pas le courant, tu es logé et puis tu gaspilles même un bien de l'État, alors que tu sais que c'est l'argent de contribuable qui l'a acheté. Quand on te nomme, tu nommes tes frères, tu nommes tes parents dans une direction qu'on t'a nommée comme si c'était une entreprise qui t'appartient. Mais quand vous faites ça,
Parce que vous avez des relations avec le pouvoir et tout le reste. Mais est-ce que vous imaginez la réaction du plus grand nombre, ceux qui sont oubliés? Est-ce que vous imaginez ce qu'ils vont penser quand ils vont se rendre compte que trop c'est trop? On ne travaille pas pour le pays comme on travaille pour son entreprise personnelle. On vous nomme ministre, ça ne veut pas dire que le ministère vous appartient. Vous n'êtes pas obligé d'amener vos parents. Vous êtes là pour une mission. On vous nomme DG d'une agence. Ça ne veut pas dire que ce que vous vous nommez. Il y a des gens qui nomment leurs propres frères. Là, ce ne sont pas des critiques. Hein. Des gens qui nomment des propres frères. Les nominations sont ethniques, choisies. Même quand... Mais est-ce que c'est écrit où? Dans quelle constitution c'est écrit que quand tu es nommé, il faut nommer tes frères? Dans quelle constitution? De quel pays? La constitution, la même celle que vous avez votée à Godji, là, on ne voit pas une partie où c'est réservé à ce que le recrutement soit ethnique, ou clanique, ou familial. Pourquoi vous faites ça pour votre propre pays? Nous, on est déjà même fatigués. On vous dit, il faut accompagner. On va accompagner le gouvernement. Vous faites même exprès pour faire en sorte que les choses n'avancent pas. Vous allez accompagner quoi? Si on dit au ministère de l'Éducation nationale, on a donné 20 postes budgétaires. Si on met une personne qui était au privé à la place d'une personne qui travaille au public depuis sans salaire, est-ce que ça, c'est quelqu'un qui l'a demandé? Non, c'est parce que la personne qui est au privé, même si elle n'est pas écrite, mais puisqu'elle a sa tante qui travaille auprès de qui, on va forcément mettre. C'est ça là qu'on veut éviter. Ce sont des agences comme la Gaza et la Ganor, des agences dont le travail est quasiment invisible. On ne voit pas la norme de la Ganor. À quel niveau la norme? On vous impose la norme de l'eau, mais la norme de la Ganor, on ne voit nulle part. Moi, je veux qu'on fasse un débat, qu'on nous explique quelles sont les missions de la Ganor. Comme ça, les gens vont évaluer si cette agence travaille ou pas. Vous prenez l'agence comme la Gaza, on va même les médicaments inutiles pourris, on va même l'arachide pourri au marché. La Gaza s'en fout. Si c'est pour sanctionner, la Gaza est prise pour sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des micmacs partout. Parce que si la raison est basée sur un processus scientifique, avec rigueur, ça doit s'appliquer à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi sa géométrie variable? Quand sa géométrie, lorsqu'une loi ne s'applique pas dans son intégralité, ça veut dire qu'il y a un prétexte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui utilise la loi à sa guise. Est-ce que c'est normal ça? C'est un pays responsable comme ça. Vous pensez que le fait si on prend une loi pour sanctionner, parce que il y a un débat, si par exemple le président de la République, vous avez amené le président à prendre la loi que si tu dénonces une ethnie, machin, tu vas en prison. Ouais, ça c'est bon, c'est déjà fait. Plus personne ne va parler des ethnies. Mais dans le recrutement physique, c'est ethnique. La loi devait s'appliquer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aller chez le procureur de la République qui va s'auto-saisir? Si on dit au président de la République, dans tel ministère, depuis l'arrivée de tel ministre, il y a tant de membres de son ethnie qui sont nommés. Est-ce que le président de la République peut est-ce que le procureur de la République peut s'auto-saisir pour poursuivre? Parce que c'est la violation de la loi. Même si ce n'est pas, ou pas c'est la dénonciation seulement qu'on sanctionne. L'acte on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner les actes parce que quand on sent que le type qui a été nommé à ce poste, il n'y a pas eu d'appel d'offres et que son CV n'est pas forcément le CV. Il faut poursuivre qui l'a nommé sur la base de quoi il a été nommé. Il faut s'auto-saisir pour poursuivre, puisque la loi empêche les gens de dénoncer. Il faut que la loi sanctionne quand elle s'est matérialisée. Pour qu'on essaye de croire qu'on est dans un processus de développement pour avancer. Sinon, on va penser qu'on a des effets de souplesse. Et la meilleure façon d'aider les dirigeants, c'est de prendre des mesures qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de plus grand nombre. Il faut que ce qui doit être fait, ça doit être fait de façon équitable pour que chacun puisse se retrouver. C'est ce que c'est fait.